On parle de violence quand on impose un acte à une personne qui a dit non, même si c'est médical. En fait, même si c'est routinier, un geste qui est fait sans accord, sans consentement, sans information préalable, c'est une agression. Et parfois, en fait, c'est même un viol. Alors, dans cet épisode de Sage-Femme Authentique, je vais vous parler d'un sujet dur, dérangeant, bouleversant, mais je pense franchement essentiel, celui du consentement. Celui du consentement dans le contexte médical. Je vais vous parler justement, notamment d'un accompagnement que j'ai fait la semaine dernière et qui m'a amené à, encore une fois, me heurter à un système médical où je me suis rendu compte que les protocoles étaient au-dessus de l'humanité finalement des soins qu'on peut faire. Alors j'ai lancé un appel au témoignage. J'ai été sur des groupes de femmes qui partagent leur vécu, leurs histoires, leurs aspirations, leurs besoins. Et j'ai été vraiment très touchée par les réponses que j'ai eues, la sincérité, l'authenticité que ces femmes m'ont donné comme confiance en me donnant justement accès à leur histoire. Je suis vraiment très reconnaissante de cette confiance qu'elles ont bien voulu m'accorder. Il y aura certains propos peut-être qui vont être sensibles, voire choquants, mais que je pense nécessaires. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Donc la semaine dernière, je me suis retrouvée à accompagner une de nos patientes qui a dû vivre un déclenchement. Un déclenchement parce qu'elle était au-delà de 42 semaines et elle avait réussi encore à négocier, elle est un peu plus loin, mais voilà. Là, pour son besoin à elle, de son compagnon, de sa famille, des médecins, etc., elle a accepté finalement le déclenchement. Et donc dans ce genre de situation, on essaye au maximum de pouvoir accompagner pour pouvoir être un peu gardienne de ce qui se passe aussi au sein de la structure hospitalière. Alors je ne vais pas vous raconter cette naissance évidemment parce que ça leur appartient, puis parce que tout simplement je ne l'aurais pas vraiment demandé, mais peut-être juste quelques brides, quelques parties, parce qu'en fait le lendemain j'ai été convoquée par l'hôpital. J'ai eu la surprise en fait, moi qui pensais que la collaboration s'était plutôt bien passée, qu'on avait réussi justement à prendre le temps, à laisser le temps aussi à ce couple de vivre chaque étape de ce déclenchement qui finalement était comme à chaque fois une nouvelle étape d'un recul par rapport au souhait qu'ils avaient initialement d'accoucher physiologiquement à la maison de naissance, etc. Et qui se sont retrouvés en fait à devoir faire comme un deuil de chaque étape de si je ne peux pas accoucher à la maison de naissance, je vais quand même être respectée pour pouvoir avoir un accouchement physiologique, mais finalement non, etc. etc., etc. Donc les petits step by step. Donc moi j'avais l'impression que ça avait été plutôt bienveillant dans le sens où on nous avait laissé le temps, le choix, même si il y a des moments en fait où on s'est heurté à des modes de fonctionnement qui étaient clairement pas ok. Donc c'est une femme qui à la base avait le choix d'accoucher à la maison de naissance et qui avait demandé à ce qu'on ne rompe pas sa poche en première intention évidemment. Et donc quand je suis arrivée, elle avait toujours sa poche intacte, mais on commençait à nous parler du fait de rompre la poche. Je vous le dis souvent, à quel point la poche c'est un cadeau, c'est important de se le rappeler. Et puis là on était dans un contexte où on nous reprochait déjà que cette patiente refusait des antibiotiques. Parce qu'elle avait fait un frottis 1 mois et demi plus tôt, alors qu'on avait mis en place tout un protocole, etc. Moi, j'en étais quasi sûre qu'en fait qu'il n'y avait plus de problème de streptocoque. Mais évidemment, pour l'équipe, on lui a dit, en fait, si vous êtes streptocoque une fois, en fait, nous, on vous considère toujours positive. Donc déjà, pas de négociation, pas d'information, enfin voilà, en tout cas pas d'écoute de ce que vivent ce couple, de ce que vivent ses parents.
et on leur impose un peu l'antibiotique et ils sont formels, ils refusent. Et donc ça c'était déjà la première brique de finalement un mur qui s'est visiblement bâti entre nous trois et l'équipe hospitalière. Parce que quand j'ai été sur place après, on m'a reproché en fait de ne pas me mettre du côté des soignants, de ne pas avoir pris le parti de dire en fait ici ça se passe comme ça, donc vous devez accepter ce qui est en train de se passer. Un peu sous-entendu que j'avais dit que les fois où on accompagnerait, en fait les gens suivraient les protocoles. J'ai dit que non, j'avais jamais dit ça. Que jamais je n'imposerais un acte à quelqu'un juste sous couvert de c'est comme ça que ça se passe et puis c'est tout. C'est faux. Donc on s'est retrouvés dans des situations lunaires avec justement avec cette poche non rompue et cette peur de la non-antibiothérapie. Et une sage-femme qui rentre et qui dit moi, bon, je vais vous examiner, vous êtes toujours d'accord pour que je rompe votre poche? On s'est tous un peu arrêtés là et la patiente a dit mais j'ai jamais dit que j'étais ok en fait. Et on lui dit oui mais maintenant c'est un déclenchement madame, donc oui mais non, enfin. Donc quand elle est revenue, j'ai voulu un peu questionner cette sage-femme, un peu lui faire prendre conscience des actes qu'elle était en train de poser. Enfin, j'ai pas très bien compris comment est-ce que déjà elle a reformulé une question pour que peut-être sous un malentendu la patiente accepte, mais en plus de ça, moi je lui dis vous vous rendez bien compte que vous voulez rompre une poche sur une suspicion de streptocoque avec une patiente qui a refusé des antibiotiques. Et je pense que ça a scellé le mur dont je vous parlais, hein. Ça a mis, à mon avis, le mortier, le crépi et la totale. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment là que ça s'est mis parce qu'elle s'est dit, en fait, elle est vraiment pas par rapport à nous. En fait, elle veut soutenir le couple et pas l'équipe médicale. Dans les faits, c'est quand même vrai. La réalité, c'est que ce qui est important, c'est que les couples aient la vraie information. Alors, évidemment que je leur apprenais rien en parlant de ce sujet ce jour-là, parce que c'est quelque chose dont on avait déjà parlé plusieurs fois. Ils étaient au clair sur la situation et ils avaient fait un choix en conscience. On avait discuté et c'était clair pour eux. De la même manière qu'un couple qui me dit en fait, moi, dans cette situation, je préfère avoir des antibiotiques. Ils ont le droit. Personne n'a à présupposer de ce qui est bon ou pas bon pour vous, mais simplement vous avez le droit de faire un choix en conscience. Et ici, ses parents m'ont dit, en fait, nous, on questionne toujours la prise d'antibiotiques, de savoir si c'est opportun ou pas de le faire. Et surtout, là, c'est préventif. C'est donné de manière systématique, de manière préventive, dans le sens où, comme il y a un germe dans le passage, il y a un risque potentiel que le bébé ait de ce germe sur lui, et encore un risque potentiel que ce bébé s'infecte. Alors, pour être quasi sûr qu'il n'y ait pas d'infection, on va mettre des antibiotiques de manière systématique. Mais en fait, la proportion de bébés qui s'infectent réellement là-dessus est minime, et c'est bien la seule fois où on décide finalement de traiter par antibiothérapie quelqu'un qui n'est pas malade, ni la maman ni le bébé, quand on décide de donner ces doses d'antibiotiques. C'est pas des petites doses d'antibiotiques, c'est pas rien de donner des antibiotiques. Il y a toute une campagne en France qui disait les antibiotiques c'est pas systématique, parce qu'on parle et on sait maintenant qu'il y a une résistance qui existe, et pourtant, on continue à faire ça, et donc on aura des germes de plus en plus résistants avec notre mode de fonctionnement. Mais bon, sans parler de cette histoire donc d'antibiotiques, etc., mais donc, c'est questionner, accepter, dire aux gens, voilà, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu ne souhaites pas. Et eux avaient dit, nous, on ne veut pas traiter de manière systématique, on traitera si c'est nécessaire. Donc ça veut dire, on accepte que potentiellement notre bébé pourrait être infecté et qu'à ce moment-là, il pourrait être traité. Voilà, et c'est leur droit en fait. Il n'y a pas besoin de tergiverser sur la question, on a le droit de dire oui, on a le droit de dire non, personne n'est obligé de nous menacer finalement, parce qu'en fait c'est ça qui est aussi terrible, c'est que les équipes médicales, les pédiatres, etc. viennent avec des mots qui sont très forts, très durs, dans un moment de vulnérabilité très intense pour les parents, qui font que la plupart du temps les parents finissent par craquer. Et en fait ça devient non vertueux parce que les soignants finalement se rendent compte que en utilisant la peur, en utilisant le risque, on arrive à faire changer les gens d'avis, donc on peut utiliser cet outil pour en fait fabriquer du consentement. Alors je trouve qu'il y a vraiment un décalage finalement entre les protocoles et puis la réalité humaine qu'il y a derrière parfois des processus. Ces parents avaient juste le temps d'accepter, avaient besoin de temps pour accepter une situation qui n'était pas celle qu'ils souhaitaient à la base. Et de pouvoir dire, en fait, on a tout donné là
la prochaine étape c'est ça, c'est ok ou c'est pas ok. Qu'est-ce que ça a engendré, pourquoi est-ce qu'on passe à cette étape-là, etc., etc. Ça nous a permis de donner du sens et d'accepter avec les cartes de l'instant ce qui était en train de se passer. Depuis quand une règle hospitalière vaut-elle plus que la volonté d'un être humain ? Il faudrait vraiment qu'on commence à se questionner sur pourquoi est-ce que des règles qui ont été dictées par des gens qui ont réfléchi pour une utilisation à grande échelle, pour monsieur et madame tout le monde, pour quelque chose, oui, pour limiter le risque, on est d'accord, mais en fait, sans prendre en considération finalement peut-être l'histoire, les besoins, la réalité du moment, mais juste, en fait on a décidé que c'était comme ça, parce que comme ça on était plus sûr, en fait ça n'en fait pas quelque chose qui est réellement obligatoire. On va dire que c'est potentiellement conseillé, et encore il y a des choses qui sont peut-être à reconsidérer, à re-interroger. Je plante ma graine là, mais vous comprenez un peu le système dont je veux dire. Ce qui est sûr, c'est que il y a plusieurs grands thèmes qui sont revenus dans les témoignages, et qui sont quand même, je pense, assez interpellants. Il y avait tout ce qui était les actes faits sans information. Donc il y a quand même des personnes qui me disent par exemple on m'a injecté un produit juste après la naissance sans me prévenir, sans m'avoir rien dit, j'étais prête à rien du tout et puis d'un seul coup on m'a fait cette injection sans que je sache qu'est-ce que c'était. Je me demande encore qu'est-ce que c'est. Alors il y a des gens sur le groupe qui disent en fait c'était certainement de l'ocytocine de synthèse et elle dit oui ça devait être pour aider au décollement du placenta, pour aider à ce qu'on fasse la délivrance. Mais à nouveau, c'est un acte qui est quand même invasif, on vous fait une injection, on vous prévient pas, on vous demande pas votre autorisation, juste le bébé est né, pouf, hop, je prends ma seringue, mon aiguille et pouf, je mets ça soit dans la perfusion, soit je fais une intramusculaire à la petite dame. Voilà, normal, on se pose pas de questions à nouveau. Il y a aussi... ça me semble encore complètement fou. Une femme qui me dit, en fait, j'ai été examinée pendant ma grossesse, et puis à la fin, le soignant a fait un décollement des membranes, pareil, sans prévenir, sans information, sans expliquer qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme conséquence, etc. Elle dit, j'ai subi des contractions, et on m'a pas demandé, en fait, si je voulais un décollement. On m'a fait un décollement sans me demander. Un décollement, c'est très invasif, c'est assez douloureux, je veux dire... on ne choisit pas de tirer quelqu'un par les cheveux par le plaisir, non, on ne met pas ses doigts dans le vagin de quelqu'un et puis on décolle les membranes en passant ses doigts à l'intérieur de son utérus sans demander le consentement. Pourtant, ça se fait encore. J'ai même une dame qui a même dit qu'elle était en salle d'admission, elle avait un drap au-dessus d'elle, elle n'avait pas sa culotte, elle avait été installée comme ça, elle avait un monito déjà depuis peut-être une vingtaine de minutes, quoi, et puis un médecin est rentré et a mis ses doigts. Il a passé sa main, il a mis ses doigts, comme ça, sans demander, sans rien. Il y a aussi tous les actes qui sont faits, il y a aussi tous ces actes qui sont faits avec un consentement, mais qui a été arraché sous la pression ou par la peur. Par exemple... vous allez finir au bloc, vous allez finir par avoir une césarienne, ou alors votre bébé il peut mourir. Ça aussi on le dit souvent, acceptez ça parce que sinon en fait votre bébé il pourrait mourir. Mais dans les faits, est-ce qu'il est réellement en danger ? Même pas, parce que moi on m'a dit ça justement pour cette histoire d'antibiotiques. C'est même pas que mon bébé était en danger réel et que je refusais quelque chose qui mettait sa vie en danger. C'est même pas ça. C'est que c'était une pression au point de me dire, si t'acceptes pas, en fait, ce que je te dis, c'est que comme tu prends pas les antibiotiques, ton bébé pourrait mourir. Si ça, c'est pas vraiment exagéré au plus haut point, je ne comprends même pas qu'est-ce que ça va être. Et alors, il y a aussi tous les refus qui sont pas respectés. Ou les oui qui sont arrachés dans la douleur, dans la fatigue. Les femmes sont très vulnérables pendant le travail, en fin de travail. Et en fait, quand on dit « Bon, madame, je vais rompre la poche, ça va vous aider, etc. » C'est même pas du consentement en fait, c'est une information, mais il y a même pas de recherche de consentement derrière. On va juste dire, bon madame, je romps la poche maintenant, hop, tac, c'est fait. Bon, en fait, il n'y a même pas besoin de communiquer et de discuter là-dessus, c'est fait. Alors que si on prend le temps avant de dire, bon, maintenant je vais vous examiner, je vais regarder comment est mis votre bébé, et si vous l'acceptez, je pourrais peut-être rompre la poche à ce moment-là,
Ah bon, voilà, mais je vous informe, voilà ce que ça peut faire, voilà l'avantage, les inconvénients. Non, la plupart du temps, ce qu'on dit aux gens, c'est je vais vous rompre la poche, hein, comme ça, ça va accélérer le travail, votre bébé sera plus vite là. Les femmes, elles en ont marre, elles sont fatiguées. Si on leur vend que ça va aller plus vite et que le bébé sera plus vite là, elles vont accepter. Mais dans les faits, c'est pas dit. Il y a des études qui ont montré que c'était pas dit, en fait, que c'était faux, en fait, que ça augmentait à chaque fois la vitesse de l'accouchement. Parce que si le bébé, il n'est pas positionné de manière optimale, en fait, ça va pas l'aider à descendre dans le bassin. Ça va pas l'aider à mieux appliquer, parce qu'en fait, s'il était à 5 litres, il sera totalement à 5 litres bloqué. Alors que s'il avait encore sa poche, il aurait peut-être potentiellement encore pu changer un peu sa position. Mais ça non plus, c'est une vision trop lointaine par rapport à la vision qu'ils ont mécanique pure de ce qui se passe pendant l'accouchement. Il y a aussi des femmes qui disent tout simplement non et où on fait quand même. J'ai assisté à ça. Une femme qui a son gynéco qui l'examine, elle a une contraction, elle demande d'arrêter, elle demande au gynéco d'enlever ses doigts et le gynéco reste et insiste et c'est la femme qui prend les mains du gynéco et qui les sort. C'est questionnant. C'est pas normal. Pourtant, c'est encore fait de manière quotidienne. C'est de dire je ne veux pas d'épisiotomie et en fait, parce qu'elle a la péridurale et qu'elle ne sent rien, hop, on coupe. J'ai une gynéco qui a dit à une de nos patientes une fois à la prochaine contraction, je vais aider un peu plus. Et la patiente pensait sincèrement que le gynéco allait juste mettre ses doigts peut-être un peu plus profondément, etc. Mais non, en fait, épisiotomie. C'était pas prévu non plus. Les touchés vaginaux sans consentement ou avec un nombre incalculable de personnes qui auront mis les doigts dans le vagin de cette femme, les protocoles, il y a des gens qui ont dit que les protocoles passaient au-dessus en fait du consentement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut tout faire sous couvert du fait que c'est médical. Les violences obstétricales et gynécologiques, c'est un fait, ça existe. Ça ne sert à rien de dire non, 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 c'est un gros mot, fermons la bouche et ne disons rien. C'est faux, ça existe. Ça existe à l'hôpital et ça existe en dehors de l'hôpital. Faut pas imaginer que ce sont des choses qui n'existent pas non plus au sein des maisons de naissance ou à domicile. J'ai déjà entendu des témoignages qui vont dans ce sens et dans le groupe qui a bien voulu faire des témoignages pour moi, il y a une femme qui a vécu ça avec sa sage-femme, où elle lui avait dit qu'elle voulait pas de toucher vaginal, où elle lui avait dit que si jamais il devait y avoir un toucher, elle voulait pas connaître la dilatation de son col, et où en plus de ça, la sage-femme a imposé aussi la suture, a tiré sur le cordon, elle s'est retrouvée avec une révision utérine, enfin la totale. Donc en fait, elle a payé en plus de ça, de sa personne, les conséquences des actes qui ont été posés qu'à la base, elle avait refusé. Ça va loin. Et on a eu une de nos patientes qui nous avait dit aussi que pendant son accouchement, elle avait eu une sage-femme qui avait gardé les doigts dans son vagin pendant plus de 2 heures. Ça aussi, c'est pas ok en fait. C'est pas du consentement en fait de ne pas vraiment demander en disant bon maintenant je vais rompre la poche. Ça n'est pas du consentement de ne donner qu'une partie de l'information et pas la totalité de l'information. Comme quand on veut rompre la poche, puis que on va juste rompre la poche, c'est rien du tout, on minimise, on met des petits mots, hein, c'est comme cette petite électrode qu'on va mettre sur la tête du bébé, où tout le monde pense que c'est tout mignon, tout joli, alors que ça n'est pas du tout le cas, et j'en reviendrai dessus, je vous ferai tout un épisode sur cette petite électrode, parce que je pense qu'il faut vraiment en parler, il faut vraiment à nouveau démystifier. Mais clairement, les mécanismes qui sont en place, c'est des manières en fait de détourner un peu la vérité, c'est de la manipulation. Il n'y a pas d'autre mot en fait, c'est de la manipulation. On utilise la peur, on utilise l'épée de Damoclès, on utilise parfois un peu le chantage, quoi. Hein, si vous faites ça, on fait ça, etc. Je pense qu'il faut aussi mettre la lumière sur les mécanismes chez les soignants qui font qu'ils ont ce genre de pratique. C'est qu'ils ont peur. Beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Peur aussi d'être inquiété, d'être peut-être un jour poursuivi en fait pour des actes qui n'auraient pas été posés. Hein, je pense que c'est plus difficile de prouver qu'en faisant cet acte on a posé un préjudice plutôt que
d'être attaqué pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc sous ce couvert-là, je pense qu'il y a beaucoup d'actes qui sont posés. Puis il y a beaucoup de réflexes institutionnels, quand on parlait de l'ocytocine qui est injectée juste après le passage du bébé, la naissance du bébé. Ça c'est très institutionnel, c'est habituel. Alors, en fait, du coup, je comprends pourquoi est-ce que ça leur semble totalement fou qu'on ait des placentas qui viennent de manière tout à fait naturelle au bout de 45 minutes, 1 heure. Mais parce que, comme on ne donne pas d'ocytocine, les femmes, elles ont une réelle pause après la naissance, puis elles vont recommencer à contracter peut-être que vers 30-35 minutes. Le placenta va seulement se décoller à ce moment-là et elles vont simplement le donner qu'à ce moment-là, clairement. Sans parler de tout le temps où le cordon continue de battre et où finalement c'est normal que le placenta ne se décolle pas parce que le bébé l'utilise encore. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière institutionnelle, mais ce qui est interpellant, c'est que ce soit totalement impuni, que ce soit devenu normal. Je suis désolée, mais si quelqu'un met ses doigts dans votre sexe sans votre accord, ça s'appelle un viol. Même si c'est une sage-femme, même si c'est dans une salle d'accouchement, c'est un viol. J'ai mis longtemps à me demander si j'allais utiliser ces mots et si j'allais expliquer avec ces mots-là dans cet épisode de podcast. Mais en fait, c'est important de le faire. Parce que les mots, ça va redonner du pouvoir. Les mots justes, ça redonne du pouvoir. Et puis, parce que minimiser, ça entretient l'impunité. Moi, j'ai assisté à des naissances où je me suis dit « mais je viens d'assister à un viol ». Mais institutionnellement, c'est comme acceptable. C'est devenu une norme. Et donc, c'est ok. C'est pas ok que quelqu'un que vous ne connaissez pas, ni d'Ève ni d'Adam, aille mettre vos doigts dans votre vagin. C'est non. Et quand en plus vous dites non, mais qu'on continue à le faire, évidemment que c'est du viol. Il faut reconnaître les violences. C'est le début de la reconstruction. C'est pour ça que quand il y a une dame qui m'a mis ça, qui m'a mis un témoignage dans le groupe, j'ai écrit noir sur blanc. C'est du viol. Et j'espère ne pas trop l'avoir heurté en l'ayant dit, mais je pense que c'est important pour la reconnaissance de soi, de ce qu'on a vécu, de savoir que c'était tellement pas ok qu'en fait on en est à ce stade-là. Il y a une femme qui disait qu'on lui avait mis des forceps et qu'elle avait dit non, et que la sensation du forceps qui est venu racler dans son bassin, qui a abîmé des muscles, etc., où elle en a eu des conséquences encore plusieurs années après, alors que c'était pas nécessaire, qu'il n'y avait pas de nécessité médicale de le faire, ça aussi c'est pas ok. Quel traumatisme, quel choc dans lequel elles doivent rester, et parfois dans des syndromes de stress post-traumatique, clairement. On a trop de femmes qui vivent des violences, qui sont violentées, des couples qui sont broyés, des bébés qui sont malmenés, tout ça parce que ça ne rentre pas dans les critères habituels, parce que c'est pas ok pour eux, parce qu'on ne fonctionne pas comme ça habituellement, etc., etc. Ça m'amène à vous rappeler un outil que je vous avais partagé pendant les épisodes de J'envoie de cette année 2025, l'épisode 124 qui parlait des décisions médicales en salle de naissance, où je vous avais partagé l'outil Brain. C'était vraiment un outil pour pouvoir justement délier des situations, rediscuter avec les équipes. Brain, c'était B pour bénéfice. Quels sont les bénéfices à poser cet acte ou à prendre cette décision ou à décider d'un déclenchement, etc., etc. R pour risque. C'est quoi les risques actuels? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument déclencher? Pourquoi est-ce qu'on doit absolument passer par tel ou tel acte? A, c'est pour savoir quelles sont les alternatives. C'est quoi le plan B? Quelles sont les autres choses que vous pouvez me proposer? Est-ce qu'il y a une méthode qui est plus douce ou plus naturelle? I pour intuition. Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est ok en fait qu'il me propose ça? Est-ce que j'ai plutôt envie de me recroqueviller dans un coin de la pièce ou de me carapater? Ou est-ce que en fait ça me semble logique et normal là maintenant de vivre ça et donc c'est ok? Et ensuite N pour nothing, donc rien. Et si on faisait rien? C'est valable, c'est un choix valable en fait d'attendre. C'est ok aussi. Si tout nous le permet, et c'est ce qui s'est passé avec notre patiente cette semaine, c'est de dire on peut attendre, on peut se laisser le temps, puis ça nous laisse l'opportunité de vivre le processus au fur et à mesure et d'accepter peut-être la situation qui change au fur et à mesure. Ça n'enlève rien à la naissance qui n'est pas confortable, traumatique, etc. Mais ça donne quand même le sentiment d'avoir un minimum de choix, de contrôle, d'avoir la capacité à dire non et d'avoir la sensation aussi d'être entendu.
Je pense que mon rôle ce jour-là, il a surtout été ça, de faire un peu tampon entre les équipes et ce couple que je suivais, et surtout de leur donner le temps d'accepter, de leur donner les explications en fait sur qu'est-ce qui allait être fait, qu'est-ce qu'ils avaient encore totalement le droit de refuser et pourquoi, d'appuyer en fait leur choix avec la situation dans laquelle on était à ce moment-là, ou de au contraire leur dire bon bah en fait là avec les cartes qu'on a maintenant, pour telle ou telle raison, je pense que ça, peut-être que vous devriez accepter à un moment ou à un autre, mais vous avez encore le temps et vous avez encore le choix. Chaque acte peut et doit faire l'objet d'une réflexion. Même en urgence, c'est encore possible d'expliquer. C'est faux en fait qu'on doit vous sauter dessus, vous ouvrir le ventre sans avoir pris le temps de juste vous expliquer ce qui est en train de se passer. Et si on le fait, vous le vivrez de manière encore plus apaisée, je mets des gros guillemets là-dedans, mais en tout cas ça vous aidera à passer ce processus et cette histoire peut-être de manière quand même plus humaine, parce que vous avez quelqu'un par exemple qui vous a tenu la main, qui vous a expliqué ce qui allait se passer, ce qui se passait en ce moment et vers quoi on allait. Ça a du sens de juste mettre de l'humanité, du sens dans ces moments-là. Le vrai consentement, c'est ça, c'est comprendre, c'est décider, c'est pouvoir dire oui, mais aussi non, et être entendu quand on dit non. Voilà, c'était pas un épisode contre les soignants non plus, qu'on soit clair, parce que je suis persuadée que des sages-femmes, des doulas, des gynécos, enfin voilà, qui sont ancrés, qui sont authentiques, ça existe, d'accord ? Mais c'est plus un appel à l'éthique. Moi, cette sage-femme qui a voulu un peu en chemette comme ça, avoir le consentement de ma patiente parce qu'elle lui avait dit « Vous êtes toujours d'accord que je vous renvoie de poche ?» C'est inadmissible, on peut pas faire ça, d'accord ? Avoir un peu d'éthique, de réflexion sur les actes qu'on pose, ne pas juste se dire que on suit un protocole parce que c'est comme ça que ça se passe. Non, se questionner, accepter que ça questionne. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, on a tellement l'habitude dans le milieu médical que les gens suivent sans vraiment poser de questions, que quand on se retrouve face à des personnes qui, au contraire, ont besoin justement de se poser, de poser des questions, de comprendre ce qui va se passer et pourquoi est-ce qu'on leur propose ça, ça semble tout à coup totalement insurmontable, inadmissible, etc. Alors qu'en fait, c'est votre droit de questionner, d'être au clair, de pouvoir demander. On peut se tromper, mais on ne peut pas nier l'humanité. Le corps des femmes, c'est pas un objet médical. Le corps des bébés non plus. Les femmes sont pas juste des incubatrices par lesquelles on a accès au bébé, d'accord ? On n'est pas obligé de broyer les femmes pour avoir accès au bébé non plus. Il faut continuer de parler, de dénoncer, de réclamer de la dignité pour chaque naissance. Vraiment, merci à celles qui ont témoigné, celles qui m'ont donné matière à pouvoir discuter sur cet épisode de podcast. Ça a mûri ma réflexion. Ça m'a aidé aussi à prendre conscience que, en fait, sous couvert de la vulnérabilité des femmes ou de la bienveillance aussi. Parfois, l'équipe est tellement bienveillante qu'on nous fait avaler les couleuvres aussi avec de la bienveillance. C'est fait tout en finesse, mais c'est pas toujours opportun et c'est pas toujours correct non plus au niveau éthique. Donc, vraiment, le vrai consentement, ça sera avec les vraies informations, toutes les informations, et pas que celles qui nous arrangent. Ça, c'est important aussi. Merci à ceux qui partageront cet épisode, parce que je pense qu'il est d'utilité publique. Bon, comme beaucoup des épisodes que je vous fais, sinon je vous les ferai pas, j'avoue. Mais celui-ci, quand je suis sortie de cet hôpital, déjà le premier jour, mais le deuxième jour après avoir été recontactée, à devoir me justifier, etc. sur ce qui s'était passé, je me suis dit, en fait, ce qui est fou, c'est que ça est paru si anormal que je sois auprès de mes patients et que je sois là avec eux, en fait, pour qu'ils puissent justement avoir l'opportunité de comprendre, de poser des questions, d'avoir le choix, etc. Et j'avais cette sensation que justement on nous avait laissé le temps de pouvoir vivre cet instant, et pourtant on est venu pointer que je n'étais pas assez du côté des soignants et que je devais me mettre du côté des soignants et que j'aurais dû la convaincre d'accepter les choses qu'elle refusait. Mais c'est pas comme ça. En tout cas,
pour moi, c'est pas comme ça qu'est une sage-femme authentique. Une sage-femme authentique, elle doit vraiment accepter parfois qu'il y a des choses qui sont peut-être pas de l'ordre de sa propre perception, croyance, besoin, etc. Mais que si c'est le besoin de ses patients, eh ben c'est vers ça qu'elle ira. Et c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Et pas juste se dire, moi je ne fais pas comme ça, donc c'est pas comme ça que ça se fait. C'est faux aussi. Merci de votre soutien, merci de tout ça. Et je reviens toujours avec ça, mais si jamais vous avez d'autres sujets que vous voulez que je développe, j'ai envie d'être vraiment au plus proche de vos besoins. Donc n'hésitez vraiment pas à venir me les proposer, en tout cas par mail, par message privé sur Instagram. Je ferai et je développerai avec plaisir un nouvel épisode pour vous. Si vous écoutez cet épisode après avoir vous-même subi des violences, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des associations qui existent pour vous aider à reconnaître ce que vous avez vécu. Vous avez le droit d'être entendu, vous avez le droit à la justice si jamais. Et si jamais vous voulez pouvoir vous déposer dans un espace bienveillant, vous pouvez me contacter par message privé si jamais vous le souhaitez, ou rejoindre aussi la communauté authentique, que j'espère qu'il restera aussi un espace de bienveillance où on peut échanger, parler, déposer et être soutenu. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode de Questionner la sage-femme. D'ici là, portez-vous bien.